franchise et il y en a pas mal parce qu'en fait quand on s'intéresse à la restauration, à l'alimentation, notamment à la boulangerie, mais aussi dans beaucoup de secteurs de l'artisanat, la coiffure, quand on parle aussi du bâtiment, des services à la personne, il y a énormément d'activités qui sont réglementées avec des obligations légales et à travers les parcours et les expériences de nos deux invités, vous aurez voilà, des conseils pratiques pour savoir un petit peu ce à quoi faire attention. Bonjour Jean-Fabien Mag. Bonjour. Donc vous êtes du laboratoire d'hygiène locale. C'est ça. Et on va parler un autre domaine, mais c'est lié aussi. On verra qu'il y a quand même des passerelles et des liens entre vous. Exactement. Alors pour commencer, première question, est-ce que chacun vous pouvez nous dire deux mots sur votre enseigne et nous expliquer en quoi c'est une activité réglementée, quelles obligations vous avez légalement notamment. Donc Victoire Compagnie, c'est un réseau de... Donc le laboratoire d'hygiène locale est une enseigne qui a aujourd'hui 25 ans. Nous arrivons sur un marché neuf et nous sommes une société à la base qui est d'expérience. Nous sommes en train de créer notre réseau pour s'implanter sur la métropole nationale, sur le territoire national. Merci. Donc pour ça, on est accompagné par des établissements tels que Naturae avec Pierre-Michel Cros, qui est connu dans le monde de la franchise. Et nous sommes doublement impactés par le côté réglementaire. Le premier parce que nous avons des obligations de respecter des règles, puisque nous sommes des métiers de bouche, c'est notre métier de base, sur toute la réglementation en hygiène et sécurité alimentaire. Et les textes de loi que nous accompagnons, nous apportons des solutions, ça représente l'encyclopédie universaliste pour les plus anciens qui doivent connaître, donc ça prend beaucoup de place. Je le vois bien, la pile de l'époque. Elle est costaud. Je rajouterai aussi que l'avantage d'une tête de réseau est mutualisé. Dans une société, il faut avoir, et surtout des sociétés à taille humaine, comme on peut retrouver dans les franchisés, il faut souvent un responsable qualité, il faut un responsable RSE, il faut un responsable des achats, il faut des responsables de tous les points. Un gérant d'établissement doit être expert dans tous les domaines. Un expert en droit du travail, un expert en DRH. Et le fait de travailler avec une tête de réseau, dans un réseau de franchise, il va mutualiser. Et par exemple, pour nous, la côté réglementaire, on va mettre à disposition donc, la veille réglementaire pour connaître les nouveaux textes de loi, pour les comprendre et pour pouvoir faire la restitution pour qu'eux-mêmes puissent aider leurs clients à mettre en place les réglementations. Si je peux me permettre 2 petites secondes, vous avez des process de fabrication dans les boulangeries, vous avez des lois qui sont, des textes de loi, des règlements qui sont positionnés, et tout le travail c'est du ternaire en fait. C'est comment trouver une solution entre les deux pour pouvoir permettre de respecter son process et respecter la réglementation. Et qui dit gagner du temps aussi permettra de faire avancer sa structure beaucoup plus rapidement que la société mère, celle qui a créé le concept au départ, qui a mis plusieurs années pour en arriver là où elle en est. Quels seraient vos conseils à chacun pour choisir son réseau quand justement on se lance dans une activité un peu plus normée que les autres? À quoi faire attention? Déjà, franchise est un terme générique qui représente plusieurs types de contrats. On ne va pas tous les citer parce qu'il y a la licence de marque, la franchise, qui est aussi un type de contrat, vous avez le concessionnaire. Et c'est important déjà de choisir ce qu'on veut. Je ferai quand même une grande différence entre la licence de marque et la franchise, où dans ces cas-là, la tête de réseau se doit avoir dans la franchise un accompagnement continu sur le process, sur ce qu'on appelle les manuels opératoires, tout l'accompagnement qu'il doit y avoir. Alors que dans la licence de marque, on met à disposition une marque et après, sont beaucoup plus libres. Si je peux me permettre, la formation aussi, c'est un point important. L'accompagnement, c'est un point qui doit être important puisqu'on va découvrir certainement de nouveaux métiers, de nouveaux modes de fonctionnement, que ce soit des formations commerciales, techniques, administratives, tous ces points-là peuvent être vus. Et puis je dirais après que ce soit en adéquation avec ses valeurs, donc regarder la raison d'être de la société, sa vision, sa mission, ses valeurs, tous ces points-là. Je dirais même, il y a aussi la mise à disposition des outils, en effet, comme elle a dit, et aujourd'hui on va apparaître un nouvel outil qui devient de plus en plus populaire, c'est l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que va proposer la tête de réseau à ce niveau-là comme solution pour permettre justement de répondre dans la réactivité,
c'est un point très important. Aujourd'hui, on est tous collés à nos téléphones. La moindre information, on peut l'avoir rapidement. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est son information, donc elle est obligatoirement bonne. Même si elle est fausse, elle est obligatoirement bonne. Et le fait de pouvoir travailler avec une intelligence artificielle va permettre de vous donner les bonnes informations rapidement dans la réactivité. Et nous, pour revenir sur la formation, on a aussi une longue formation qui dure 2 mois dans nos locaux, que ce soit pour la partie commerciale, technique, administrative. On a fait un choix d'avoir un temps d'attente, de laisser prendre en main un peu son expérience le franchisé, et au bout d'un certain temps, et par rapport à notre expérience, de revenir l'accompagner, d'aller sur le terrain avec lui, que ce soit sur le point technique ou sur le point commercial. Quels seraient vos conseils pour les candidats qui justement souhaitent aller vers ce genre d'activité, au-delà de bien choisir son réseau? Qu'est-ce qui est important? Quel serait peut-être le premier pas à faire là quand on hésite encore et qu'on est au début du projet? Être curieux, parce que il y a des, sans dénigrer, vous avez des enseignes nationales qui sont connues, reconnues, puis vous avez des enseignes naissantes qui peuvent être intéressantes. Étudier le marché qui va avec ça. Ne pas hésiter d'avancer pas à pas. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut pouvoir monter, progresser, être patient, sachant que la tête de réseau est là pour aller un peu plus vite. Donc, voilà. Et s'autoriser à grandir. Ne pas rester au point artisan, au point unique d'être seul, mais de pouvoir accepter de grandir au fur et à mesure, parce que c'est un principe gagnant-gagnant. Gagnant pour le franchisé, gagnant pour le franchiseur, mais quand je dis pour le franchisé, quand il y a un franchisé qui réussit, ce sont tous les autres qui en bénéficient à côté. Et justement, on parlait de l'importance du réseau, mais il y a aussi l'importance de bien s'entourer. Qu'est-ce qui vous semble important, à quel type d'expert ou sur quel soutien on peut compter aussi quand on est candidat et que par exemple on ne connaît pas bien le monde de la boulangerie, pour juger de la crédibilité d'un réseau, vers qui se tourner selon vous? Bon, pour le franchisé, il va devoir se tourner vers sa tête de réseau, qui eux-mêmes a déjà des connaissances, des relations. Nous, personnellement, au sein du laboratoire d'hygiène locale, nous accompagnons les établissements des métiers de bouche sur la partie hygiène. La tête des réseaux va pouvoir mutualiser pour les différents franchisés un partenaire sur l'hygiène selon un cahier des charges précis et ainsi de suite. Mais c'est pareil au niveau de la comptabilité, c'est pareil au niveau des banques, des assurances. Vous avez des banques qui sont spécialisées pour les réseaux de franchise et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc votre tête de réseau est votre priorité, on va dire, en termes de relations et de conseils. Je rajouterai aussi un point qui est important, c'est la politique RSE, l'environnement. Quelle est la politique environnementale qu'a le réseau, parce qu'on le voit aujourd'hui au quotidien dans les informations, dans notre mode de vie qui est en train d'évoluer par rapport à ça. Comment interagir la tête de réseau et quels conseils elle peut donner la tête de réseau pour pouvoir répondre à ses convictions concernant l'environnement. Nous, on n'est pas du tout dans la même problématique puisqu'on n'a pas de production pure avec du pain, de la farine, ainsi de suite. Nous, on est sur la transmission. En petit aparté, sur le nouveau projet de loi de finances, l'État annonce une augmentation de 100 millions d'euros dans le budget, mais aussi d'augmenter le nombre de contrôles. Et de par le même, l'évolution des textes de loi, puisqu'on est dans la partie réglementaire, donc on revient sur l'humain, l'importance de l'humain. Et qu'est-ce qu'on attend quand on est entre humains? On va parler d'accompagnement, on va parler de protection, mais il y en a un qui me semble très important, c'est la transmission. Être capable de transmettre son savoir-faire, capable de transmettre sa connaissance et son savoir-y-faire. C'est important le savoir-y-faire, parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a grandi. Vous avez, alors peut-être pas le produit fini non plus, mais il y a le côté utilité et impact, c'est-à-dire qu'on voit concrètement à quoi sert ce travail quotidiennement. Oui, alors, on pourrait donner des tas d'exemples, mais il y a 25 ans, quand on est arrivé sur notre marché, on a vu la progression de l'hygiène au niveau des cuisines. Ce n'est pas encore extraordinaire. Il y a encore beaucoup de travail. C'est pour ça que l'État
met des actions à ce niveau-là et l'Europe met en place de plus en plus de réglementation et de contrôle. En 2017, il est sorti le dispositif d'information à libre confiance qui va donner une note qui peut être obtenue par chaque consommateur sur une application. Et donc ça devient un rythme. Voilà. Et encore une fois, le gérant d'établissement du franchisé, ce n'est pas un producteur, c'est un gérant. Donc c'est sa responsabilité. S'il y a un problème, c'est sa responsabilité pénale qui est engagée. Et donc on doit l'accompagner, on doit le protéger. Il a investi souvent beaucoup d'argent pour créer sa franchise. Et du coup, il faut faire en sorte qu'il puisse en récupérer les bénéfices et pas de se retrouver embêté. Et à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette table ronde. Pour vous expliquer un petit peu, on va être sur une demi-heure d'échange. On va nous faire un débat, une table ronde, et on vous laissera la parole après. Donc l'idée, c'est aussi que ce soit le plus interactif possible pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à prendre la parole à la fin de cette table ronde pour pouvoir nous partager vos retours et vos questions. On est réunis aujourd'hui pour parler des activités réglementées en franchise et il y en a pas mal parce qu'en fait quand on s'intéresse à la restauration, à l'alimentation, notamment à la boulangerie, mais aussi dans beaucoup de secteurs de l'artisanat, la coiffure, quand on parle aussi du bâtiment, des services à la personne, il y a énormément d'activités qui sont réglementées avec des obligations légales et à travers les parcours et les expériences de nos deux invités, vous aurez des conseils pratiques pour savoir un petit peu ce à quoi faire attention. Donc je suis Fabienne Brocarel, rédactrice en chef de l'Officier de la franchise, qui est un magazine dédié au monde de la franchise que vous pouvez trouver juste derrière vous, et on a le stand derrière avec plein d'infos et de conseils pratiques, et je vais vous présenter mes deux invités. Bonjour Déborah Girardet. Bonjour. Vous êtes de l'enseigne Victor et compagnie, vous nous en direz deux mots. Du coup, avec vous, on va partir du côté des boulangeries. C'est ça, exactement. Bonjour Jean-Fabien Mag. Bonjour. Donc vous êtes du laboratoire d'hygiène locale. C'est ça. Et on va parler un autre domaine, mais c'est lié aussi. On verra qu'il y a quand même des passerelles et des liens entre vous. Exactement. Alors pour commencer, ma première question, est-ce que chacun vous pouvez nous dire deux mots sur votre enseigne et nous expliquer en quoi c'est une activité réglementée, quelles obligations vous avez légalement notamment? Donc Victor et compagnie, c'est un réseau de boulangeries naissant sur l'ouest lyonnais et on a pour but de se développer dans la région lyonnaise et Auvergne-Rhône-Alpes. On a une particularité, c'est qu'on fait notre propre filière blé, farine, pain. Donc on est avec un circuit court, local et un engagement fort au niveau de l'éco-responsabilité. Et donc la boulangerie, c'est un métier, c'est une activité réglementaire parce que premièrement, pour avoir l'appellation boulangerie, il faut pétrir, façonner et cuire sur place. Il faut aussi avoir un boulanger en tant que salarié. Et après, on a également d'autres réglementations, comme par exemple l'affichage du pain qui est très normé et plein d'autres petites choses comme ça. Donc le laboratoire d'hygiène locale est une enseigne qui a aujourd'hui 25 ans. Nous arrivons sur un marché neuf et nous sommes une société à la base qui est d'expérience. Nous sommes en train de créer notre réseau pour s'implanter sur la métropole nationale, sur le territoire national. Merci. Donc pour ça, on est accompagné par des établissements tels que Naturae avec Pierre-Michel Cros, qui est connu dans le monde de la franchise. Et nous sommes doublement impactés par le côté réglementaire. Le premier parce que nous avons des obligations de respecter des règles, puisque nous sommes le COFRAC. Alors juste pour situer rapidement, le COFRAC c'est 10 fois supérieur en termes de process et de procédure que l'ISO. Et nous accompagnons les métiers de bouche, c'est notre métier de base, sur toute la réglementation en hygiène et sécurité alimentaire. Et les textes de loi que nous accompagnons, nous apportons des solutions, ça représente l'encyclopédie universaliste pour les plus anciens qui doivent connaître. Donc ça prend beaucoup de place. Je le vois bien la pile de l'époque. Elle est costaud. Déborah, je me mets à la place d'un candidat ou d'une candidate qui voudrait ouvrir une boulangerie. Je ne suis pas obligée, moi, d'avoir mon CAP boulangerie. Je peux diriger le magasin et après recruter la bonne personne. Exactement. Celui qui doit avoir le CAP boulanger n'est pas forcément le franchisé. Ça va être un de vos salariés. Au contraire, vous, en tant que franchisé dans une boulangerie Victor et compagnie, votre poste est d'être le manager. Donc plutôt axé vente. Et par contre, vous allez vous entourer de personnes, d'un boulanger avec un CAP boulanger, et ensuite d'autres postes, type pâtissier traiteur, etc. Alors, quand on va vers une activité comme ça qui est assez normée, où il y a beaucoup de choses à savoir en termes d'obligations légales,
Pourquoi est-ce intéressant selon vous de rejoindre un réseau de franchise? Qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à quelqu'un qui se mettrait en solo, en indépendant? Bah, déjà, ce sera de la facilité et du confort, parce que la tête de réseau va justement gérer tout ça pour vous, ou alors va vous accompagner. C'est-à-dire que tout ce qui est activité réglementaire, ben, on a fait l'épreuve quand on a ouvert nos boutiques à nous, donc on sait quoi faire et quoi vous fournir. Et après, il y a aussi tout ce qui est, vous adhérez à un réseau, donc vous avez vraiment beaucoup de force. Et par exemple, on est aussi proche de la CMA, on est proche de la Fédération des entreprises de boulangerie à Paris. Donc on a aussi beaucoup d'informations sur tout ce qui est activité réglementaire et tout ce qui est réglementation qui nous arrive très rapidement. Je rajouterai aussi que l'avantage d'une tête de réseau est mutualisé. Dans une société, il faut avoir, et surtout des sociétés à taille humaine, comme on peut retrouver dans les franchisés, il faut souvent un responsable qualité, il faut un responsable RSE, il faut un responsable des achats, il faut des responsables de tous les points. Un gérant d'établissement doit être expert dans tous les domaines. Un expert en droit du travail, un expert en DRH. Et le fait de travailler avec une tête de réseau, dans un réseau de franchise, il va mutualiser. Et par exemple, pour nous, la côté réglementaire, on va mettre à disposition donc, la veille réglementaire pour connaître les nouveaux textes de loi, pour les comprendre et pour pouvoir faire la restitution pour qu'eux-mêmes puissent aider leurs clients à mettre en place les réglementations. Si je peux me permettre 2 petites secondes, vous avez des process de fabrication dans les boulangeries, vous avez des lois qui sont des textes de loi, des règlements qui sont positionnés, et tout le travail c'est du ternaire en fait. C'est comment trouver une solution entre les deux pour pouvoir permettre de respecter son process et respecter la réglementation. Donc on le voit, c'est un gain de temps. Alors il y a des secteurs aussi où les réseaux vous permettent de passer les certifications dont vous avez besoin, en accéléré par rapport à si vous étiez indépendant. Déborah, c'est aussi vraiment l'idée qu'on se focalise sur son activité, son cœur de métier, et tout ce qui va être peut-être process, réglementation est déjà géré, mis en place, donc on gagne beaucoup de temps. C'est ça. En fait, vous allez vraiment, votre quotidien, ça va être d'animer, de gérer votre boutique, donc d'être auprès de vos équipes, d'animer votre chiffre d'affaires, de faire tout ce qui est gestion. Donc les plannings, le contrôle de la facturation, etc. Et en fait, toutes les tâches, réglementation, tout ce qui est un peu barbant et compliqué, est géré par la tête de réseau, ou alors est simplifié par la tête de réseau pour faire gagner du temps et du coup de l'argent. Et qui dit gagner du temps aussi permettra de faire avancer sa structure beaucoup plus rapidement que la société mère, celle qui a créé le concept au départ, qui a mis plusieurs années pour en arriver là où elle en est. Quels seraient vos conseils à chacun pour choisir son réseau quand justement on se lance dans une activité un peu plus normée que les autres? À quoi faire attention? Déjà, franchise est un terme générique qui représente plusieurs types de contrats. On ne va pas tous les citer parce qu'il y a la licence de marque, la franchise, qui est aussi un type de contrat, vous avez le concessionnaire. Et c'est important déjà de choisir ce qu'on veut. Je voudrais quand même une grande différence entre la licence de marque et la franchise, où dans ces cas-là, la tête de réseau se doit avoir dans la franchise un accompagnement continu sur le process, sur ce qu'on appelle les manuels opératoires, tout l'accompagnement qu'il doit y avoir. Alors que dans la licence de marque, on met à disposition une marque et après, sont beaucoup plus libres. Si je peux me permettre, la formation aussi, c'est un point important. L'accompagnement, c'est un point qui doit être important puisqu'on va découvrir certainement un nouveau métier, de nouveaux modes de fonctionnement, que ce soit des formations commerciales, techniques, administratives, tous ces points-là peuvent être vus. Et puis je dirais après que ce soit en adéquation avec ses valeurs, donc regarder la raison d'être de la société, sa vision, sa mission, ses valeurs, tous ces points-là. Oui, c'est ça. Donc, pour résumer, ce sera le professionnalisme de la marque. Tout ce qu'elle dit, tout ce que vous avez dit, mais également, regardez depuis combien de temps la franchise a été créée. C'est sûr qu'entre une franchise qui a 1 ou 2 ans d'expérience et une franchise qui a 10 ans, elle n'aura pas le même vécu, elle n'aura pas la même expérience. Peut-être que pendant 10 ans, elle a eu des petits coups de mou, mais elle a su se réinventer et sortir grandi. Donc il y a ça, et ce qui est hyper important pour moi, c'est vraiment que vous partagez les mêmes valeurs que la franchise à laquelle vous allez choisir. Jean-Fabien parlait de la formation. Comment vous formez les futurs franchisés chez Victor & Compagnie? Alors il y a la formation initiale qui dure 7 semaines au sein de notre site pilote et au sein du siège social.
Là, on va vous apprendre vraiment tous les métiers, que ce soit aussi bien boulanger, pâtissier, traiteur, vendeur, le back-office. Donc vous ayez toutes les clés en main, parce que si jamais votre boulanger ne s'est pas levé le matin, vous puissiez le remplacer. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour nous, que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir gérer au mieux votre boutique. Après, il y a également l'accompagnement lors de l'ouverture. Donc on est présent avec vous une semaine à la préouverture et une semaine lors de l'ouverture. Et après, il y a tout ce qui est accompagnement et formation continue. Le marché de la boulangerie est sans cesse en plein essor, il fait qu'évoluer. On se doit de se réinventer et d'évoluer pour répondre aux attentes des consommateurs. Donc on va vous former tout au long du contrat et dès qu'on mettra en place de nouveaux procédés, de nouveaux produits, un nouveau process de formation, de gestion, un nouveau logiciel, etc. Je dirais même, il y a aussi la mise à disposition des outils, en effet, comme elle a dit. Et aujourd'hui, on va apparaître un nouvel outil qui devient de plus en plus populaire, c'est l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que va proposer la tête de réseau à ce niveau-là comme solution pour permettre justement de répondre dans la réactivité? C'est un point très important. Aujourd'hui, on est tous collés à nos téléphones. La moindre information, on peut l'avoir rapidement. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est son information, donc elle est obligatoirement bonne. Même si elle est fausse, elle est obligatoirement bonne. Et le fait de pouvoir travailler avec une intelligence artificielle va permettre de vous donner les bonnes informations rapidement dans la réactivité. Et nous, pour revenir sur la formation, on a aussi une longue formation qui dure 2 mois dans nos locaux, que ce soit pour la partie commerciale, technique, administrative. On a fait un choix d'avoir un temps d'attente, de laisser prendre en main un peu son expérience le franchisé, et au bout d'un certain temps, et par rapport à notre expérience, de revenir l'accompagner, d'aller sur le terrain avec lui, que ce soit sur le point technique ou sur le point commercial. Quels seraient vos conseils pour les candidats qui justement souhaitent aller vers ce genre d'activité, au-delà de bien choisir son réseau? Qu'est-ce qui est important? Quel serait peut-être le premier pas à faire là quand on hésite encore et qu'on est au début du projet? Être curieux. Parce que il y a des... sans dénigrer, vous avez des enseignes nationales qui sont connues, reconnues, puis vous avez des enseignes naissantes qui peuvent être intéressantes. Étudier le marché qui va avec ça. Ne pas hésiter d'avancer pas à pas. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut pouvoir monter, progresser, être patient, sachant que la tête de réseau est là pour aller un peu plus vite. Donc, voilà. Et s'autoriser à grandir. Ne pas rester au point artisan, au point unique d'être seul, mais de pouvoir accepter de grandir au fur et à mesure, parce que c'est un principe gagnant-gagnant. Gagnant pour le franchisé, gagnant pour le franchiseur, mais quand je dis pour le franchisé, quand il y a un franchisé qui réussit, ce sont tous les autres qui en bénéficient à côté. Vous avez bien résumé déjà ce qui était important, et c'est surtout choisir une enseigne qui vous ressemble. Ça c'est vraiment hyper important, c'est le premier point. Et comme vous avez si bien dit, par exemple, nous en boulangerie on est très concurrencés. On a des grands comme Blachère, Ange, Louise, etc. Mais allez voir un petit peu, qui est Victoria et compagnie, qui on est, et pourquoi on se différencie des autres. Parce que c'est pas juste, on fait pas tous plus 3 plus 1. Et justement, on parlait de l'importance du réseau, mais il y a aussi l'importance de bien s'entourer. Qu'est-ce qui vous semble important, à quel type d'expert ou sur quel soutien on peut compter aussi quand on est candidat et que par exemple on ne connaît pas bien le monde de la boulangerie, pour juger de la crédibilité d'un réseau, vers qui se tourner selon vous? Bon, pour le franchisé, il va devoir se tourner vers sa tête de réseau, qui eux-mêmes a déjà des connaissances, des relations. Nous, personnellement, au sein du laboratoire d'hygiène locale, nous accompagnons les établissements des métiers de bouche sur la partie hygiène. La tête des réseaux va pouvoir mutualiser pour les différents franchisés un partenaire sur l'hygiène selon un cahier des charges précis et ainsi de suite. Mais c'est pareil au niveau de la comptabilité, c'est pareil au niveau des banques, des assurances. Vous avez des banques qui sont spécialisées pour les réseaux de franchise et d'autres qui le sont plus moins. Donc votre tête de réseau est votre priorité, on va dire, en termes de relations et de conseils. Il faut aussi regarder comment est implantée la tête de réseau dans le marché. Par exemple, nous, Victoria et compagnie, on est présent au niveau de la chambre des métiers, comme le laboratoire d'hygiène. On est aussi présent à la vice-présidence de la Fédération des boulangeries à Paris.
Donc ça montre qu'on est vraiment ancré dans le marché de la boulangerie et qu'on est légitime entre guillemets. Et que si besoin, par exemple pour la crise d'électricité, on peut très bien les taper à la porte du ministère pour négocier nos contrats d'énergie. Donc ça c'est vraiment hyper important parce que la tête de réseau va défendre votre cause, donc des boulangeries générales, mais aussi de la marque. Je rajouterai aussi un point qui est important, c'est la politique RSE, l'environnement. Quelle est la politique environnementale qu'a le réseau, parce qu'on le voit aujourd'hui au quotidien dans les informations, dans notre mode de vie qui est en train d'évoluer par rapport à ça. Comment interagit la tête de réseau et quels conseils elle peut donner la tête de réseau pour pouvoir répondre à ses convictions concernant l'environnement. Et puis c'est aussi comment est-ce qu'elle est agile, est-ce qu'elle réagit rapidement. Par exemple, il y a une nouvelle loi qui sort, comment la tête de réseau réagit, comment elle communique auprès de ses franchisés, c'est vraiment hyper important. L'humain c'est le plus important et c'est quel lien vous tissez avec elle et quelle relation vous avez avec. Et justement, on parle de l'humain, alors on a beaucoup parlé jusque-là du côté réglementaire, obligation, mais quand on a une boulangerie, le contact forcément est important. Est-ce qu'il y a de plus en plus de candidats qui se tournent aussi vers ce métier suite au Covid, à la quête de sens, à l'envie de faire un métier plus manuel et peut-être de revenir, de quitter aussi la vie de bureau? Exactement, on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion, notamment au niveau des boulangers. On a des ingénieurs en photovoltaïque, des profs de sport qui font une reconversion et qui passent leur CAP boulanger. Et en plus, chez nous, on est vraiment très important, l'humain est très important, parce qu'on a une vraie filière blé, farine, pain avec les agriculteurs. On sait qui a semé le blé, comment il l'a fait, le meunier, comment il a écrasé le blé. Et ensuite, nous, les boulangers, on a vraiment redoré un peu l'image des boulangers parce qu'il n'y a aucun produit chimique dans nos farines. Donc c'est pas juste je mets de l'eau, du sel, de la levure et de la farine et j'aurai une belle baguette. Donc à travers toutes ces démarches, on donne vraiment du sens au métier et il y a beaucoup de personnes qui font une reconversion pour justement retrouver un peu du sens à leur vie et utiliser leurs mains. Et surtout qu'en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a directement le contact avec le client et donc on peut directement avoir le retour avec les vendeuses ou même les boulangers quand ils passent en vente peuvent très bien avoir le retour des clients et de la satisfaction. Nous, on n'est pas du tout dans la même problématique puisqu'on n'a pas de production pure avec du pain, de la farine, ainsi de suite. Nous, on est sur la transmission. En petit aparté, sur le nouveau projet de loi de finances, l'État annonce une augmentation de 100 millions d'euros dans le budget, mais aussi d'augmenter le nombre de contrôles. Et de par le même, l'évolution des textes de loi, puisqu'on est dans la partie réglementaire, donc on revient sur l'humain, l'importance de l'humain. Et qu'est-ce qu'on attend quand on est entre humains? On va parler d'accompagnement, on va parler de protection, mais il y en a un qui me semble très important, c'est la transmission. Être capable de transmettre son savoir-faire, être capable de transmettre sa connaissance et son savoir-y-faire. C'est important le savoir-y-faire, parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a grandi. Vous avez, alors peut-être pas le produit fini non plus, mais il y a le côté utilité et impact, c'est-à-dire qu'on voit concrètement à quoi sert son travail quotidiennement. Oui, alors on pourrait donner des tas d'exemples, mais il y a 25 ans, quand on est arrivé sur notre marché, on a vu la progression de l'hygiène au niveau des cuisines. Ce n'est pas encore extraordinaire. Il y a encore beaucoup de travail, c'est pour ça que l'État met des actions à ce niveau-là et l'Europe met en place de plus en plus de réglementation et de contrôle. En 2017, il est sorti le dispositif d'information à libre confiance qui va donner une note qui peut être connue par chaque consommateur sur une application. Et donc ça devient un rythme. Voilà. Et encore une fois, le gérant d'établissement du franchisé, ce n'est pas un producteur, c'est un gérant. Donc c'est sa responsabilité. S'il y a un problème, c'est sa responsabilité pénale qui est engagée. Et donc on doit l'accompagner, on doit le protéger. Il a investi souvent beaucoup d'argent pour créer sa franchise. Et du coup, il faut faire en sorte qu'il puisse en récupérer les bénéfices et pas de se retrouver embêté. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je peux venir vous voir et vous passer le micro. C'est toujours la première question qui est la plus dure. Une fois que la première sera posée, je suis sûre qu'il y en aura d'autres. Ça peut être par rapport à une spécificité d'un réseau de nos invités ou plus généralement par rapport aux activités.